Bon, ben, je crois que je vais commencer ici, à l'ombre de mon bonsaï. Certains parlent en présence de leur avocat, mais j'avais un avocat, mais il a crevé. Donc, je vais parler en présence d'un bonsaï. Ça doit le faire aussi. Bon, j'ai eu de nombreux messages. Que fout le caméraman, à quand la prochaine vidéo, etc. Donc d'abord 2-3 mots sur ce qui se passe. Première chose, j'avais pris un engagement d'essayer de faire des petites vidéos pour suivre l'évolution du potager du paresseux. Engagement que je n'ai absolument pas respecté. Donc nous voilà le 4 septembre, vers 16 h, là, en plein soleil, pour essayer quand même de renouer le contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout un ensemble de choses que je vais résumer en 3-4 points. Premièrement, sortie du printemps d'un programme assez conséquent de conférences. Mois de juin, début juillet, je suis très en retard au niveau du potager. Même le peu de travail que doit faire ou que devrait faire un paresseux, je ne le faisais pas. C'était plus mon épouse qui essayait de sauver le minimum. Fatigue morale aussi. À un moment donné, moi je suis parti sur cette histoire de potager du paresseux comme ça pour rigoler, quoi. Je veux dire, c'était pas vraiment sérieux. Et puis ça a pris cette dimension qui, pour part, et ne le prenez pas de travers, 90%, ça me ravit. Mais à un moment donné, j'avais aussi envie d'autre chose, de ne plus penser au potager du paresseux, de ne plus penser à vous, donc, à faire des vidéos, de ne plus penser à ça. Je pense que pour être créatif, il faut se laisser le luxe de rêver de temps en temps. Il faut être libre dans sa tête et non pas de regarder son agenda et dire « Ah merde, il faut que je fasse ça encore. Ah zut, il faut que je fasse vite fait une vidéo. » Ça, c'était donc un élément, on va dire, d'usure. Ça fait quand même 3 ans que je fais ces vidéos à un rythme plutôt soutenu. Vous savez que je ne les monétise absolument pas, donc je fais ça parfaitement gratuitement, contrairement à d'autres qui vous incitent à aller sur leur blog, qui vous incitent à vous abonner à leurs lettres ou à leurs cours à distance, etc. C'est gratos, c'est 100% gratos. Vous cliquez en haut à droite si ça ne vous plaît pas, si je suis trop lent, si je suis trop chiant, si je me répète pour la 42e fois. C'est fastoche. Premier élément donc. Deuxième élément, c'est que j'ai engagé un certain nombre de travaux, dont vous voyez des traces ici, le tas de terre derrière moi. Là-haut, donc, je voudrais avancer sur, enfin, après 20 ans qu'on occupe cette maison, sur une terrasse digne de ce nom. Il y a là quelque chose que je vous montrerai, sur lequel je ferai sans doute une vidéo, qui est donc une rénovation complète de notre installation d'évacuation d'eau avec un système de lagunage et de recyclage de ces éléments pour produire de la biomasse qui qui alimentera notre jardin. Donc ce système de recyclage des eaux usées, y compris donc nos déjections par voie humide, donc sans passer par des toilettes sèches, est intéressant. En tout cas, c'est l'option que j'ai prise et j'expliquerai comment ça marche. Donc c'était un chantier, il faut suivre le chantier, même si je n'ai pas fait les travaux moi-même. Et puis, j'ai eu la chance cet été d'avoir les différents membres de ma famille, mes enfants, mes filles, leurs compagnons, la famille des compagnons, etc. Et donc, il y avait du monde, comme on dit, et c'est tout à fait ravissant. Et j'avais vraiment pas envie de penser au potager du paresseux. J'avais vraiment pas envie de me coller là devant le caméscope alors que la famille était là. Il faut savoir que la vidéo que je vais faire là va me prendre ce soir en termes de tournage des rushs environ 3 heures. Il va me prendre une journée entière.
dans les tout prochains jours pour la montée et puis encore un peu de temps pour surveiller la mise en ligne. Donc voilà, c'est astreignant et je suis un esprit libre et je me suis affranchi de ces astreintes. Vous me le pardonnez, vous ne me le pardonnez pas, très franchement je m'en fous, hein. Mais je voulais quand même expliquer le pourquoi du comment. Et puisque je suis confortablement installé, ben, je vais passer tout de suite au sujet. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo qui sera centrée sur la question de la canicule et de la sécheresse dans un potager sous couvert vivant tel que le mien, donc sous couvert majoritairement sous couvert de foin. Qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en comprendre. Et tout de suite dès l'introduction, je vais être très clair avec vous, cette année est ce que la reine d'Angleterre, qui a un langage très châtié, hein, cette dame s'exprime toujours avec beaucoup de... Attention, c'est de la diplomatie et tout ça, a jadis appelé une annus horribilis. Anus horribilis, alors anus c'est avec deux N, hein, ça n'a rien à voir avec l'anus avec un N, en clair avec le trou du cul. Non, anus horribilis, année horrible, et la reine d'Angleterre a utilisé ça pour l'année 1992, année où son fils s'est séparé de Lady Di, qui vivait encore à cette époque-là, hein, donc parce que l'anus horribilis, c'est pas parce que Lady Di vivait encore, hein, même si elle se crêpait le chignon, mais ça n'a rien à voir. Donc il y a eu un certain nombre de difficultés, on va dire, dans la maison royale anglaise. Sarah Ferguson avait trompé son mari avec des amants et c'était paru dans la presse. Enfin, il y avait plein de merdiers. Putain, heureusement qu'ils ont du merdier eux aussi, hein. Putain, la reine d'Angleterre. Donc elle a appelé ça un annus horribilis. Eh bien, cette année, pour moi, ça a été l'annus horribilis dans le potager du paresseux. Je vais essayer de vous démontrer comment on peut avoir une année de sécheresse carabinée avec des plantes qui souffrent malgré la couverture du sol, avec des températures excessives à tel point que les fécondations ne se font plus et donc un certain nombre d'espèces n'ont à un moment donné arrêté de, non pas de produire des fleurs, mais arrêté, bloqué, on va dire, la fécondation de ces fleurs. Très exactement, la fleur, le pistil et le pollen sont des organes, ou les étamines qui produisent les pollens, sont des organes très très sensibles à la température. Alors on le sait au printemps, hein, on sait qu'au moment, s'il y a une gelée, même petite, hein, moins 2,5, au moment de la floraison, eh ben, ça se passe mal et on n'a pas de fruits. On le sait beaucoup moins parce qu'il va falloir qu'on apprenne beaucoup de choses sur la chaleur, hein. Je fais partie de ceux qui sont convaincus que le réchauffement climatique est en cours, que le changement climatique nous réservera ce genre de surprises de plus en plus fréquemment. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir qu'on modifie radicalement, significativement, notre façon de jardiner. Donc on ne le sait pas trop, mais les chaleurs excessives, quand on va au-delà de 40 degrés, ça tue, et ça ne tue pas que les vieux, quoi. Bon, moi, j'oublie, et c'est une troisième raison pour laquelle cet été, j'ai été très peu actif, parce que souvent, j'étais cloîtré dans ma maison, hein, à partir de 32, 33 degrés, je suis en difficulté, je ne pourrais pas faire le clown comme je le fais là, s'il faisait ne serait-ce que 33-35 degrés. Je serais au goutte à goutte, avec, dans une heure, accélération du rythme cardiaque et difficulté. Là, il fait, je vous rassure, hein, il fait 29 à peu près. Donc il fait chaud pour moi, mais ça va tout à fait. Et donc les fleurs atteignent des températures, ou subissent des températures telles que la fécondation ne se produit plus, et donc ça se traduit évidemment sur la productivité du potager du paresseux. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Il y aura peut-être un ou deux points. Je vous raconterai ce qui s'est passé et ce qui ne se voit plus, avec des fois des incrustations de photos, parce que j'ai fait quand même durant l'été service minimum
une photo de temps en temps. Avec un peu de chance, je les retrouve dans un disque dur. Tiens, une abeille là qui est en train de butiner ce lotier corniculé. Alors lotier corniculé qui est encore en fleurs. Vous voyez que le reste de mes massifs que je garde pour la biodiversité, qui avait fait l'objet d'une vidéo, je crois, en juin, sont maintenant extrêmement avancés. Et on pourrait d'ailleurs commencer par là. Hein. Donc là, il commence à y avoir pas mal de fleurs, ce qu'on appellerait des fleurs par opposition aux graminées, qui sont en graines. Hein. Donc là, par exemple, ça m'a tout l'air d'être un bleuet, une centaurée. Et là-dedans, vous avez des graines. Donc ça va être bientôt prêt pour être fauché. La partie gazon, là, les allées que je tonds, étaient sèches, étaient comme un paillasson. Il y a encore 15 jours, je reviendrai sur la pluviométrie. Il y a eu une ou deux pluies et beaucoup de rosée en ce moment. Et donc, ça a de nouveau verdi, alors que c'était du paillasson il y a encore 15 jours. Alors, qui dit sécheresse, dit évidemment arrosage, ou en tout cas se pose la question, faut-il, oui ou non, arroser? Ceux qui suivent l'intégralité de mes vidéos savent qu'il y a 1 an et demi, j'avais installé ces cuves, dont 8 ici, à votre droite, à ma gauche ici, sont connectées, celle-là ne l'est pas encore. Et donc j'avais en sortie d'hiver, en début d'été même, ces cuves qui étaient pleines. Et donc 8 mètres cubes, 8000 litres d'eau, essentiellement destinés à arroser la serre. Éventuellement des petits coups sur des plantations faites durant l'été ou sur des semis faits durant l'été. Quand j'ai installé ce système, j'ai fait des calculs et je me suis basé sur des données météo de la station la plus proche. Comme j'ai plus de tête, je me suis noté ça sur un bout de papier, si je ne l'ai pas perdu. Et donc sur la station la plus proche, celle d'Ensheim. Et alors, vous serez peut-être surpris, mais ici en Alsace, la station d'Ensheim, qui est l'aéroport, 12 km à peu près à vol d'oiseau en direction du nord, légèrement ouest, par rapport à là où je me trouve. Les précipitations, donc la donnée historique sur, je crois, des données de 90 ans, très exactement, je crois, 1931, 2018, les précipitations moyennes à Ensheim sont de 611 mm par an. C'est peu. On a un régime en termes de quantité d'eau comparable ou voisin au niveau de la pluviométrie totale à ce qui se passe dans certains coins du midi de la France, en raison de ce que vous voyez souvent en fond d'image, les Vosges. Et donc les nuages qui arrivent du sud-ouest en général, ou de l'ouest ou du nord-ouest, sont obligés d'escalader les Vosges, rencontrent des couches froides, donc de l'autre côté à 50 km, à 30 km, il pleut, et ici, plus rien, ça nous passe au-dessus. Et donc c'est quelque chose qui est déjà dans les moyennes statistiques, mais donc sur les très longues périodes, les 90 ans, donc ils ne comprennent pas le changement climatique, l'Alsace se caractérise aussi donc par cette plaine qui est une véritable serre, hein, donc avec le soleil qui cogne, avec des températures très élevées. Par exemple, l'Alsace est une région dans laquelle on cultive le maïs depuis le XVIIIe siècle, hein, donc, qui était à l'époque une plante tropicale. C'était bien avant les hybrides et les variétés traficotées. Donc, il y avait plusieurs zones traditionnelles de culture du maïs en France, le sud-ouest et la plaine d'Alsace. Et donc,
dans ces conditions, climat continental, il était assez fréquent qu'il y ait des orages et donc les précipitations sont réparties, mieux réparties statistiquement sur le long terme qu'ailleurs, par exemple dans le midi de la France. Et normalement, on s'attend à ce que, là j'ai les données, donc toujours 90 ans, en juin, qu'il tombe 72,5 mm, juillet 65 mm, août 66 mm. Donc si vous additionnez tout ça, ça fait sur juin, juillet, août, normalement un peu plus de 200 mm, un tiers des précipitations annuelles qui tombent à ce moment-là. 200 mm, c'est quelque chose, si vous rajoutez la réserve en eau du sol présente à la sortie d'hiver, donc on va dire mi-juin, vous avez dans un sol profond, j'y reviendrai une autre fois sur ce type de calcul, le sol est un réservoir d'eau. On l'oublie. Est un réservoir important d'eau. On peut avoir sous 1 mètre de surface, 1 mètre carré pardon, de surface de sol, on peut avoir une rétention, donc l'eau qui ne s'infiltre pas, l'eau qui ne ruisselle pas, l'eau qui est retenue comme dans une éponge qu'on laisse s'égoutter, d'environ 150 à 200 litres. Donc si je rajoute ces 150 à 200 mm, normalement quand je démarre une saison, statistiquement, j'ai 400 litres d'eau par mètre carré pour mes cultures et tout devrait bien se passer. C'est ce que j'ai mis en ligne naïvement, parce que je suis un grand naïf encore, malgré mon âge, dans une vidéo de 2017 dans laquelle j'expliquais que finalement, avec la couverture du sol, avec les champignons, les mycorhizes qui permettent de mieux explorer le sol et donc de mieux traire les dernières gouttes d'eau qui restent dans le sol, on pouvait espérer avoir une production tout à fait satisfaisante. Et effectivement, en 2017, c'était le cas. Sans arroser, je veux dire, quoi. En plus, donc, je me suis dit, j'ai au départ de la saison de culture 8000 litres, 8 mètres cubes. Avec ces données-là, ces cuves étaient censées se vider et se remplir 3 fois durant la saison. S'il pleut statistiquement moyennement, ces cuves se vident et se remplissent 3 fois. Donc, je me suis dit, même s'il y a un petit coup de blues, là, un petit coup de sécheresse, pas de problème, je supplée le manque d'eau par l'eau de mes cuves et tout se passera bien, il y aura bien un orage qui passera par là, ça se remplira de nouveau. Patatras. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça, et si je parlais d'annus horribilis, on va le réutiliser le coup de la reine. Si je parlais d'annus horribilis, c'est bien parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Au passage, petit mot pour que vous compreniez mon obstination à essayer de ne pas arroser avec l'eau du robinet, donc avec de l'eau potable. J'ai passé, je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir, 12 années en Afrique, et pas l'Afrique des capitales, hein, pas l'Afrique des climatiseurs, pas l'Afrique du luxe et des hôtels de luxe, etc., en brousse. Et j'ai vu des femmes, des enfants qui faisaient sous un cagnard bien pire que ça, des fois 8 km, des fois 12 km, des fois seulement 2 km, ça dépend un peu des villages, pour aller chercher une jarre d'eau pour les besoins de la famille. Et donc, je pense que quelque chose en moi me bloque au niveau de dire j'ai qu'à ouvrir le robinet. Ce n'est pas l'argent. Hein. Je pourrais bien évidemment laisser couler 100 mètres cubes d'eau dans mon potager. Je ne sais plus quel est le prix d'eau chez nous, 2,50 € le mètre cube ou quelque chose comme ça, 250 €. Très franchement, je pourrais les mobiliser vu que j'utilise très peu d'intrants dans mon potager. Mais éthiquement, mentalement, je m'interdis presque totalement
je vous montrerai quelques exceptions quand même, où une fois les cuves vides, j'ai utilisé un peu d'eau du robinet. Au risque donc de ne pas récolter ou de très peu récolter, au risque de faire souffrir mes plantes. Simple question de souvenir, c'est dans ma tête, etc. Je ne critique personne, laissez couler vos robinets, etc. si vous êtes à l'aise avec ça, parce que dans nos sociétés, en effet, nous avons une technologie, nous avons des sociétés d'eau, des régies municipales ou des sociétés privées qui se font des couilles en or en produisant de l'eau qu'ils siphonnent dans un forage et qui vous le vendent très cher. Et on est dans un système financiarisé. On achète bien la nourriture dans les supermarchés, on achète bien le carburant dans une station appartenant à un grand groupe pétrolier. Je vais monter cette vidéo avec un ordinateur dont je ne dirai pas la marque, qui est bien sûr une société commerciale qui se fait des couilles en or. Donc c'est juste psychologiquement un blocage, acceptez-le. Et donc du coup, j'ai des fois des mauvaises surprises. 2018 déjà, hein, avec une sécheresse qui a duré très très tard, je n'ai pas eu de pluie efficace avant mi-octobre et je l'ai payé. Et cette année, pour l'instant, c'est pire. Alors, première halte ici, avant même de rentrer dans le potager, pour que vous voyez à quoi ressemble, par exemple, cette allée de bourrache, qui n'a pas été arrosée du tout, hein, qui est sous foin, et vous voyez qu'une partie des bourraches ont carrément crevé. Par contre, maintenant, avec le retour de l'humidité, il y a quelques levées spontanées, et ça va se retaper. Donc il y a à nouveau quelques fleurs et j'entends là quelques abeilles qui tournent puisque c'est une plante extrêmement mellifère. Vous voyez là que l'allée centrale a été creusée. J'ai profité des travaux pour enterrer donc la conduite qui amène l'eau des citernes d'eau pour qu'elle soit souterraine et ne traîne pas toujours dans mes pieds quand je veux tondre. J'en ai profité pour mettre une conduite d'eau potable avec l'idée de mettre un bac dans le potager pour laver les légumes, puisqu'on les lave sans aucun produit. Cette eau est directement utilisable dans le potager et autant les laver à la sortie du jardin plutôt que dans l'évier, auquel cas l'eau se mélange avec les autres eaux usées et doit être traitée. Et aussi une conduite électrique, comme ça j'aurai l'électricité, parce que donc avec mes problèmes d'épaule, je ne peux utiliser que des appareils détaillés, des broyeurs électriques, plus légers. Et alors, chose intéressante, le fait de remuer la terre et de reboucher fait qu'un certain nombre de plantes sont venues spontanément. Je vous incrusterai à mon habitude, ici de la roquette, du pourpier, un petit pois, et puis beaucoup bien sûr, puisqu'il y avait de la bourrache des deux côtés, donc sans doute beaucoup de graines de bourrache, des bourraches qui sont en train de lever partout. Ce qui montre une chose, que quand on travaille la terre, on mobilise des graines qui sinon ne germent pas. Et donc vous commencez à comprendre le raisonnement, à quel point le travail du sol est non seulement fatigant, ennuyeux, mais c'est aussi la meilleure façon de créer des levées de différentes plantes, ici en l'occurrence des plantes cultivées, mais qui pourraient aussi être des plantes, des adventices, hein, donc des plantes spontanées. Dernier point ici, vous avez ici un pied de tomate cerise, que je n'ai pas fini d'attacher, qui a levé spontanément ici, et donc je lui ai mis un petit piquet au début pour l'attacher. Alors pour ceux qui sont convaincus, et vous comprenez que je ne le suis pas, et vous avez raison, que les plantes apprennent, ce pied de tomate cerise n'est ni capable de résister à la sécheresse, vous voyez qu'il est assez chétif, ni capable de résister
au mildiou. Je vous montrerai ici ces feuilles qui sont déjà en ce moment totalement cramées par le mildiou ou les taches que vous voyez sur des feuilles qui sont ici plus haut. Il n'y a que le dernier bouquet et une partie de cette branche qui est encore intacte. Donc cette plante n'a rien appris. Elle n'a pas appris qu'elle était à un endroit sec. Elle n'a pas appris qu'elle était dans un endroit où le mildiou menace tout particulièrement. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que les plantes apprennent et qu'il suffit de les soumettre à de la sécheresse ou à du mildiou une année, de reprendre ces graines-là pour que ça aille mieux. Ça ne semble pas marcher, en tout cas avec ce pied, et en sachant que les tomates cerises sont parmi les tomates qui sont assez proches des tomates sauvages et en général plutôt résistantes. Alors donc ici, les framboisiers du haut. Donc là, il y a eu plusieurs arrosages. Hein. Ce sont des framboisiers remontants et donc sans eau, cette plante qui est assez désarmée pour chercher elle-même l'eau, malgré une couverture du sol plutôt épaisse. Hein. Ici, il s'agissait de feuilles de noyer mises à l'automne et recouvertes de foin ce printemps. Je n'avais pas fait de BRF. Normalement, c'est du BRF. Hein. Et donc, sinon, ces framboisiers ne produisent plus après la première poussée, on va dire, de juin. Pendant la canicule et dans les semaines qui ont suivi la canicule, de toute façon, ici, arrosage ou pas arrosage, les fleurs ont avorté. Hein. Donc ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure. Cette plante-là, comme plein d'autres, ont à un moment donné arrêté de former des fruits. Là, on est en plein dans la récupération, enfin déjà 15 jours, et on en cueille à certains moments quand même des barquets tout à fait appréciables. On a fait des confitures, ma femme a fait des confitures hier, et mes enfants qui étaient de passage ont fait une petite cueillette, donc là il ne reste pas grand-chose, mais néanmoins des bouquets. Alors elles ne sont pas excessivement grandes quand même, hein. On sent que la plante n'est pas à son aise, elle n'a pas son bord de forêt humide qui lui convient, mais disons, bonne récolte quand même, avec possibilité de faire des confitures, des coulis, etc. Donc de faire un peu de réserve. Donc l'anus là n'est pas aussi horribilis qu'on pourrait le penser. Alors ici, de l'autre côté des framboisiers, ce mur végétal, hein, ce système, avec des haricots à rames, on les verra mieux de l'autre côté tout à l'heure, là on est un peu dans l'obscurité, haricots à rames violets, qui, quand on les cuit, deviennent verts. Hein, donc ce pigment violacé, sans doute des anthocyanes, sont détruits à la cuisson. Donc là, ça avait été planté après la canicule, arrosé plusieurs fois pour essayer de faire germer. Ça a bien germé. Et ensuite, plutôt que de construire des tipis avec des baguettes de bambou, etc., j'étais un tout petit peu à la ramasse. Et c'était semé en ligne de façon à pouvoir mettre ma ligne de goutte à goutte en dessous. J'ai planté 4 piquets. Hein. Vous en voyez un ici. Je vais le dégager un peu. Voilà, un de ces piquets sur lesquels j'ai tout simplement agrafé avec une agrafeuse telle qu'on les utilise quand on travaille sur une maison, hein, pas une agrafeuse de bureau, là, les grosses clac-clac qui permettent d'agrafer différentes choses, pour attacher ce filet plastique qui est un filet vendu pour les plantes qui nécessitent d'être ramées. Donc ça a été assez vite fait.
Et ensuite, donc depuis, les haricots grimpent le long. Alors malheureusement, évidemment, comme vous pouvez le voir ici, hein, ils sont bien plus hauts que ça et ils sont en train de retomber. Voilà, donc j'aurais dû mettre des piquets bien plus élevés et doubler le filet plastique à ramer. Là, il n'en reste pas trop parce que ma fille, il y a 1 heure à peu près ou 2 heures, est passée par là et a récolté. Ils sont venus, ils ont emmené, je ne sais pas, 4-5 cagettes de divers légumes, dont ces haricots. Hein. Donc, extrêmement productif en ce moment, donc après la saison de canicule et suite à plusieurs irrigations répétées avec toujours, comme pour les framboisiers, irrigation peu nombreuse, mais avec des durées assez longues. Avec les goutteurs que j'ai qui débitent 2 litres par heure, je mets, et une minuterie que j'ai plus bas, je mets 2 heures de goutte à goutte. Au début, donc, à partir de l'eau de pluie contenue dans les citernes, et plus tard, dérogation à ma règle éthique, un peu d'eau d'eau de ville, hein, du réseau d'eau potable. Voilà, sur cette partie-là, on va sauter de l'autre côté pour voir à quoi ressemble l'ensemble de ce bloc, qui est un des blocs arrosés avec un peu plus d'attention. Ici devant, j'ai commencé à installer des kiwis, malheureusement attaqués très très sévèrement, presque à mort. J'ai pu les sauver comme j'ai pu, à 2-3 reprises des attaques des rats taupiers souterrains. Celui-là s'en est un peu mieux sorti. Celui-là est quasiment moribond, il doit tenir à une toute petite radicelle, tout le reste ayant été bouffé. Alors me voilà de l'autre côté de ce mur végétalisé, c'est bien plus élégant, hein. Donc avec ces haricots violets. Donc là, il y a tout un bloc installé donc après cette première canicule de juin, à un moment donné où la météo annonçait de la pluie, je me dis chouette, on y va, vite, 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 on va mettre ça en place. Et puis la pluie, elle est passée là, elle est passée là-bas, elle était ailleurs, elle était peut-être chez vous, mais chez moi, rien. Donc il y a ici un semis complètement raté de carottes, il y en a quelques-unes, parce que donc j'ai continué d'arroser tout ce bloc-là, hein, donc arrosage. Au début, pour tout ce qui était semé, des arrosages fréquents, hein, parce que les graines étant en surface, il faut leur apporter de l'eau, ça s'évaporait très vite. On est là dans des sillons dans le foin, comme vous pouvez peut-être le voir, j'espère que c'est net à la caméra, les scaroles dont on voit encore les lignes qu'elles ont poussées dans des lignes coupées dans le foin. C'était le cas pour les haricots, c'était le cas pour ces carottes, c'est le cas de ces poireaux que j'ai repiqués à travers le foin. Donc arrosage, et du coup ça n'a pas marché pour les carottes. Je pense que les températures étaient trop élevées. C'est à propos de sécheresse et de canicule une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est que des températures trop élevées peuvent inhiber la germination de tout un ensemble de plantes. C'est particulièrement typique chez les laitues. Les laitues ne germent plus quand les températures du sol, alors je n'ai pas le chiffre, de toute façon, ce n'est pas un chiffre du genre en dessous de 24, ça germe, ça ne germe, et au-dessus de 24, ça ne germe plus. C'est quelque chose qui est glissant. Et donc, par exemple, l'été, il est extrêmement difficile de faire germer des laitues, à l'exception de certaines Batavia, par exemple celle qui est là, des graines que j'ai ramenées du Portugal, qui correspondent a priori à la variété qui en France s'appelle Canasta. Les scaroles, là j'avais plusieurs variétés, une frisée et une non frisée là-bas, ont levé, d'autres n'ont absolument pas germé.
Les Lolorosa là-bas sont en souffrance tout au bout, mais elles ont germé. Elles sont en souffrance pour d'autres choses. J'ai beaucoup de ratopiers et elles ont pratiquement poussé sur du vide, tellement il y avait de galeries en dessous. Haricots, donc, ils sont là en pleine production. Alors, ça a été cueilli il y a 2-3 heures, donc je ne peux pas vous le montrer, mais une très très belle production, grâce donc à cet arrosage, exactement comme ces haricots rampants. Là, on est en fin d'après-midi, hein, donc il doit être vers les 17 heures. Et on voit un tout petit peu de flétrissement. Et si vous touchez la terre, là, elle paraît sèche, hein, elle paraît complètement sèche, mais les plantes trouvent quand même encore de l'eau. Et donc, tant que la situation n'est pas plus grave que ça, je n'arrose pas. Très exactement, là, j'ai un fond de cuve. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, parce que la dernière pluie qui a eu lieu là, fin août, a quand même rempli un quart des cuves. Et donc cette eau-là, maintenant, je vais la mettre aux quelques plantes qui produisent encore. Donc avec de l'eau et une couverture du foin, on peut tout à fait obtenir une belle production, à condition donc qu'il n'y ait pas la canicule, hein, ne confondez pas sécheresse, manque d'eau, canicule, excès de température et notamment température nocturne trop élevée. Je ne sais pas si ce bourdon noir sera à l'image, sera visible à l'image, mais je fréquente ce bourdon noir tous les jours, dès que je suis dans le potager. Il est en train de faire son boulot de fécondation. Voilà, le voilà qui repart. Ciao! Et voilà, donc ne pas confondre canicule, température excessive et particulièrement température nocturne excessive, avec deux effets majeurs. Je fais déjà la conclusion, mais je vous montrerai encore 2-3 autres choses. Blocage de la germination ou difficulté de germination chez certaines espèces qui décrètent qu'elles sont au Sahara et que ce n'est pas la peine de germer, elles vont crever, donc elles restent. Donc laitue par exemple, carottes par exemple. Et effet sur la fécondation, ce qu'on appelle aussi la nouaison de certaines fleurs, et donc la non-fécondation par le phénomène tout à fait symétrique que celui de gel. Printemps, les fleurs peuvent geler. En canicule, les fleurs peuvent cramer. Donc excès des organes de la fleur, excès de température et donc non-fécondation et donc pas de développement de fruits. Oui, botaniquement, ces haricots-là sont des fruits. Hein. C'est une gousse dans laquelle il y a des graines. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le terme de fruit. Ne dites pas, ça y est, il y a le soleil qui lui a tapé sur la tête, il a mal passé la canicule, il était resté trop longtemps dehors, il a desséché, le cerveau est cramé et il confond fruits et légumes. Non, 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 botaniquement, ceci est bien un fruit. Allô, la rue Cognac-J, ça c'est un clin d'œil pour les vieux qui ont connu l'ORTF quand les reporters communiquaient avec ce qui s'appelait la rue Cognac-J, qui était donc le centre de l'ORTF, ancêtre de nos télévisions. Oui, je reprends l'antenne pendant une petite fraction parce que j'ai complètement oublié de vous parler donc d'un autre paramètre de cet Anus horribilis. Ça me plaît, alors je vais vous le mettre au moins une demi-douzaine de fois ou plus. Évidemment, lorsque j'ai arrosé ici avec le foin entre les rangs, l'activité des vers qui était contrariée partout ailleurs par la sécheresse s'est remise en branle et évidemment, les oiseaux ont pigé où est-ce qu'ils pouvaient se nourrir à bas prix, c'était ici, et donc sur ces semis-là, gratouillage en tout genre, et cela n'aurait pas pu se développer si je n'avais pas étendu ce filet donc anti-oiseau
porté par ces potences, hein, faites en latte de toit. Et donc, c'était une sorte de tente canadienne sous filet pendant que ça levait. Filet que, évidemment, j'ai enlevé depuis parce que là, devant vous, je ne vous ai pas expliqué non plus. Donc, il y a des variétés qui n'ont absolument pas levé. Alors, j'ai ça dans le carnet, je ne l'ai pas en tête, malheureusement. Et par chance, quand ça lève, il y en a beaucoup trop. Et donc, une partie des plants arrachés ici parce que trop nombreux ont été repiqués là où cela n'avait pas poussé. Donc j'avais dû enlever le filet pour intervenir. À ce stade-là, évidemment, je ne crains pas les oiseaux. D'ailleurs, ils n'y vont pas. Pourquoi ils n'y vont plus? Ben, tout simplement parce qu'ils savent très bien que là-dedans, ils ne voient pas venir, par exemple, un chat qui rôde ou un autre prédateur et qu'ils se feraient surprendre. Les oiseaux restent en terrain nu. Donc une fois que vos plants sont suffisamment grands et de toute façon suffisamment enracinés, vous ne craignez plus rien, vous pouvez enlever le filet, ce qui vous facilite donc les quelques travaux. Quelques adventices ici, hein, dont 2-3 emmerdeuses, mais bon, je n'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Des levées spontanées aussi, hein, de rouge, c'est pas la Véronne, celle-là, de Trévise. Rouge de Trévise qui a levé spontanément parce qu'il y en a eu il y a 2-3 ans. Et donc quand j'ai ouvert le sillon, ça a profité pour sortir. Alors ici dans la serre, des choses intéressantes. Évidemment, les températures, malgré le fait que les portes devant et derrière sont enlevées, sont montées encore plus qu'en plein air. Et donc ici, sur par exemple ce pied de concombre, j'ai eu assez vite des concombres avant, enfin, je les ai récoltés après la canicule, mais ils étaient issus d'une fécondation qui avait eu lieu avant la canicule. Et donc ensuite, pendant toute une série, alors ça c'est un brin accessoire que j'ai monté ici sur lequel il y a des petits concombres, mais par exemple ici, il y avait toute une succession de fleurs cramées, hein, à cause de la canicule. Et puis tout à coup, donc pendant quelques temps, il n'y a pas eu de concombres. Et puis tout à coup, il y a à nouveau eu des concombres que j'ai récoltés. Là, ça, il y en avait un magnifique ce matin ici. C'est une variété hybride. Les grands concombres là, très allongés que vous trouvez dans les commerces conventionnels. Peut-être que ça existe aussi en bio. Et donc, il y en avait un magnifique ici que ma fille a récolté, donc je ne peux pas vous montrer. Tomates très attaquées par le mildiou. J'aurais filmé ici ce matin à 11h. À 11h, ce toit là-haut était encore humide de gouttelettes d'eau et donc de condensation. Là-bas derrière, il reste quelques carottes, semis très tôt de printemps, récolte tout au long en fonction des besoins durant l'été. Les besoins d'été ont été quelques plats de carottes, mais surtout des carottes râpées. Il en reste encore quelques-unes, des machins comme ça. Je vous insérerai le gros plan. On a eu pas mal de melons. Maintenant, enfin, il en reste un beau là-bas dont j'attends la maturation. Un pied ici a été attaqué par un râteau-pied par en dessous, traîtreusement. Les râteaux-pieds attaquent traîtreusement par en dessous. Et évidemment, il avait encore 2 ou 3 melons qui avaient besoin de finir leur croissance et leur maturité. Il n'aurait pas eu le temps. Le pied d'aubergine qui est là-bas a été pendant 2 mois une plante martyre recouverte de pucerons noirs et soigneusement entretenue par une fourmilière qui était par ici. J'ai mis plusieurs fois en arrosant, parce que j'ai oublié de le dire, évidemment dans cette serre, pas de pluie, rien du tout, donc c'est le royaume de l'arrosage. Hein. Donc en fait, comme il me reste quelques plantes, 1, 2, 3 pieds de tomates, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 pieds de concombre, 2, 3 pieds de poivron, 1 aubergine. J'arrose une fois tous les 4, 5, 6, 7 jours quand j'y pense, mais directement au goulot, parce que j'ai très peu de pression
avec l'eau qu'il y a au fond des cuves, et j'ai donc une minuterie, et je mets par exemple à chaque pied, comme ça, là, 15 minutes d'eau, et ça va faire une grosse... Ça s'infiltre, hein, mais sous terre, vous imaginez qu'il y a une grosse bonbonne d'eau qui se remplit et qui va alimenter le plant pendant quelques jours. Donc la serre, plutôt favorable du côté des cucurbitacées, plutôt désastreux du côté des tomates. Ce pied par exemple ici de cœur de bœuf, j'imagine que vous voyez les deux là-bas, est sévèrement attaqué. Ces feuilles, donc il y a plein de feuilles desséchées, sévèrement attaquées par le mildiou. Depuis maintenant 2-3 jours, l'oïdium est en train de rattraper ces concombres, mais je ne fais rien pour une raison très simple, c'est que le concombre, j'en ai jusque là. On en a mangé, et puis on a presque ras-le-bol, quoi. Donc il en reste quelques-uns. Ne vous inquiétez pas que ces concombres-là vont tout à fait finir leur cycle avec le peu de photosynthèse que vont faire ces feuilles abîmées. Vous avez toujours vers le haut des jeunes feuilles qui ne sont pas encore attaquées, alors que les vieilles feuilles, comme quoi les maladies attaquent les vieux, hein. Et oui, je suis bien placé pour le savoir. Donc les vieilles feuilles sont, alors pour l'instant pas encore sévèrement, mais avec l'humidité qu'on a, je ne me fais aucune illusion, ça va s'accélérer à la vitesse VV' et ces feuilles vont être très vite cramées. Mais ce concombre-là, par exemple, sur celui-là, il n'y en a pas tant que ça. Là, il y en a encore un petit. Celui-là, les quelques-uns que vous voyez là-bas, il n'y en a pas là-dessus. Si, il y en a là-dessus. Celui-là, par exemple, fille n'a pas dû le voir, vont arriver à maturité. Enfin, maturité, il n'y a pas de maturité pour un concombre, mais vont arriver à une taille de consommation. Alors ici, en aval de la serre, le long du film plastique, des scaroles qui, autre effet de la chaleur, hein, sont montés en graines avant qu'on ait pu les récolter. Donc repiqués ici, ont commencé à se développer, mais pas assez pour qu'on récolte, et tout de suite, effet des températures élevées, zoom, ça a filé en fleurs. C'est une réaction tout à fait naturelle de beaucoup de plantes, hein, qui interprètent les températures excessives qu'elles perçoivent, le stress hydrique aussi, hein, c'est l'un, c'est l'autre, c'est les deux en même temps. Les plantes ont là leur capteur qui leur permettent de savoir ce qui se passe dans leur environnement. Et en tout cas, un certain nombre de plantes vont quelque part, alors j'aime pas prêter des pensées aux plantes, vous savez que c'est quelque chose qui m'énerve sérieusement, mais on va dire que leurs mécanismes leur disent que normalement elles vont crever de sec, de chaud, et que par conséquent, il conviendrait de sauver ce qui peut être sauvé, c'est-à-dire l'espèce, et en faisant donc l'impasse sur une croissance importante, en produisant ne serait-ce que quelques graines, l'espèce est sauvée. Et donc c'est quelque chose qu'on observe notamment sur tout ce qu'on appelle salade, laitue, scarole, durant la saison estivale, hein, où il est difficile de produire des salades, sauf, et vous allez peut-être comprendre pourquoi ce que certains pensent être une aberration, vous l'observez assez souvent, sauf à arroser par aspersion en plein milieu de la journée. Hein, donc vous verrez des maraîchers professionnels qui arrosent des salades en plein milieu de l'après-midi, tous les champs. Et les écolos à la con et autres bobos qui n'ont jamais vécu
de l'agriculture se disent ces gens-là gaspillent de l'eau, ils sont cons, tout le monde sait qu'il faut arroser le soir. Pas du tout, pas du tout. On est là dans des gens qui savent que le stress hydrique et les températures trop élevées pousseraient ces laitues ou ces batavias ou ces scaroles à monter en fleurs et vous n'auriez jamais des belles pommes, les belles feuilles de chêne, les belles scaroles que vous trouvez en ce moment même dans les magasins. Je ne suis infoutu d'en produire puisque je me refuse de rafraîchir les plantes de cette façon et de leur épargner le stress hydrique. Puisque cette eau qui arrive par l'air va en partie effectivement s'évaporer. Et quand l'eau s'évapore, n'importe qui a passé son été sur une plage sait que quand on sort de l'eau, qu'il y a un tout petit peu de vent, ça rafraîchit. Et donc on donne un sentiment de fraîcheur à ces légumes au risque de perdre une petite partie de l'eau. Notez que vous avez frais avec les quelques gouttes d'eau qui restent sur votre corps. Hein. Donc ce sont pas l'essentiel de l'eau ne s'évapore pas. L'essentiel de l'eau va dans le sol. Mais une petite partie de cette eau, en effet, s'évapore, rafraîchit les laitues, moyennant quoi vous voyez des champs de belles laitues, alors que vous, dans votre potager, et moi, dans le mien en tout cas, je galère. Et cette tendance gagne même certains légumes qui sont bisannuels. Alors j'ai abandonné mon bonsaï là-haut, qui jouait le rôle d'avocat, pour me mettre à côté de ce céleri rave, qui normalement ne fleurit pas la première année, et qui là, stress hydrique, température excessive, a décidé de fleurir pour sauver la peau de l'espèce. Donc il ne va plus grossir, bien au contraire, il va se ratatiner et il va nourrir ses graines, ce que normalement il n'aurait fait qu'en deuxième année, mais bon, il ne savait pas que j'allais le manger à l'automne. Donc, réaction typique, ne cherchez pas dans la lune, dans le calendrier lunaire, c'était un jour graine. Très franchement, je ne sais pas quand c'est que j'ai semé ça et quand est-ce que je les ai plantés. Mais comme vous pouvez le voir, il y a là des céleris qui n'ont pas monté et il y a ce céleri-là qui a monté. Et je pourrais vous montrer ça tout à l'heure aussi à propos de poireaux qui sont normalement une bisannuelle et quelques-uns sont montés. Malheureusement, j'en ai arraché un pour le montrer à un journaliste hier, mais il en reste encore. Ici, des choux. Ces choux-là, alors là, j'ai arrosé. Ces choux-là ont été arrosés 2-3 fois et je pense que ces céleris ont malgré tout bénéficié de l'eau par les champignons. On verra tout à l'heure pourquoi je pense que sur 1 mètre environ, les mycorhizes dans le sol peuvent jouer un rôle. Par ailleurs, quand il pleut un tout petit peu, vous voyez que l'eau qui tombe sur une surface qui tomberait s'il n'y avait pas le film sur une surface d'environ 3 mètres de large va se concentrer en coulant ici sur cette bande. Donc, quand il tombe 10 mm, ce qui est peu, ici, ces plantes qui sont ici, ces céleris, vont recevoir l'équivalent d'une pluie de 30 ou 40 mm, ce qui est quelque chose de tout à fait sérieux. Les choux ici, les aubergines à ma gauche, les choux de Bruxelles qui sont là-bas en plein milieu des fraises, certaines cucurbitacées qui sont là-dedans, des melons, une courgette là-bas, ont été arrosées plusieurs fois, 2-3 fois je pense avec l'eau des citernes et au moins une fois avec l'eau du robinet par dérogation. Et donc ces plants de choux que j'avais repiqués ici, je ne sais plus quand, et qui sont restés scotchés pendant presque les 2 mois d'été. Lamentable, ridicule, bouffés par les altises, je ne sais pas quel adjectif trouver, mais déplorable, déprimant, tout ce que vous voulez. Je pense que j'ai 1 ou 2 photos des premiers qui sont là-bas. Je vais l'incruster si je la retrouve, sont maintenant en train de rattraper à une vitesse vertigineuse.
ils changent tous les jours. Alors comment font les choux? Alors qu'ils ne sont pas mycorhizés, hein. Regardez la forme d'un chou, c'est un entonnoir. Donc quand il tombe 10 mm, ce chou va collecter l'eau sur un demi-mètre carré et va le laisser couler le long de ses racines et donc va particulièrement bien bénéficier d'une averse. En tout cas que d'autres plantes, que par exemple ces céleris qui ont des feuilles plus découpées, même si elles font l'entonnoir, laissent passer ou laissent filer un peu plus d'eau, beaucoup plus que des poireaux qui sont tellement minces, tellement étroits, que ça n'a pas beaucoup d'effet sur les poireaux. Donc là, et ce sera un autre angle d'attaque, je pense qu'avec le changement climatique, réchauffement climatique, il est absolument inutile d'invoquer nos grands-parents, comment faisaient nos grands-parents. Leur méthode à eux ignorait royalement les changements climatiques. Les variétés locales n'ont pas été sélectionnées par des tribus sur des terroirs où il y avait des canicules, en tout cas pas à la fréquence où nous les connaissons. Quand il y avait une canicule, n'oubliez pas qu'il y a 50 ans en France, c'était la famine, des débuts de famine dans les campagnes. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir, et les choux en sont une parfaite illustration. J'ai d'autres légumes dont je vous parlerai. Les légumes qui ne craignent pas les premières gelées blanches chez nous, qui peuvent venir très tôt, hein, parce que là, je vous parle en cramant sous le soleil par presque 30 degrés. Si ça se trouve, dans 15 jours, on a un coup de -2 le matin et du givre blanc sur ces plantes. Et c'est donc la mort d'un certain nombre de plantes d'origine tropicale. Les aubergines vont y passer, les courgettes seront mortes, les melons cramés, le haricot vert que tout le monde, les beaux haricots que vous avez vus là-bas, que tout le monde confond avec le petit pois parce que ce sont tous les deux des légumineuses. Le petit pois, une légumineuse de chez nous, extrêmement résistante aux gelées, qui peut se prendre une gelée blanche dans la tronche et continuer sa croissance après. Le haricot, un machin qui vient quelque part du Mexique ou du Costa Rica ou je ne sais pas où est son bassin d'origine, mais dans des zones relativement chaudes, est un frileux. Première gelée blanche et ses feuilles sont noires. Fini, ratatou, rentrez chez vous. Donc, il faut distinguer, et je pense que une des stratégies que j'essaye d'expérimenter, alors pour l'instant je joue avec du feu, on le verra tout à l'heure, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin, j'ai semé des carottes il y a 8 jours. Mais je pense qu'il va falloir décaler les périodes de culture et consacrer un peu d'eau pour faire des semis et des plantations, on va dire début août, dans l'espoir d'avoir des choux, par exemple, comme celui-là, début septembre, quand statistiquement, normalement, les pluies vont arriver chez nous, avec l'espoir qu'il y ait encore suffisamment de pluie, suffisamment de belles journées en arrière-saison pour que ces plantes terminent leur croissance. C'est en tout cas dans ce sens-là que s'oriente actuellement ma réflexion. Ces choux-là qui avaient pris un peu d'avance grâce à l'arrosage, je suis absolument certain que je vais vous les filmer dans un mois et que ce seront des masters comme ça. Et là, je prévois une belle production de choucroute. Je ne pense pas me lécher les babines pour rien. Bon, en déplaçant la caméra, je me rends compte que les conditions de luminosité deviennent un peu mauvaises, trop contrastées, hein. Ici, je suis un peu dans l'ombre. Le basilic à ma droite, à votre gauche, est lui bien éclairé. Donc j'incrusterai, un gros bourdon encore, j'incrusterai quelques images de détails de façon à ce que vous voyez. Parce que si j'arrête le film là, vous l'aurez pour Noël. Et ce sera foutu. Donc je vais continuer, même si je suis conscient que les conditions ne sont pas optimales.
Donc plus bas ici, le basilic, donc arrosé, hein, ligne de goutte à goutte. On est dans une zone ici où j'ai des fraisiers remontants. D'ailleurs, en voilà une belle là. Hein, voilà, je vous fais envie. Je vais la manger devant vous parce que sinon je vais la trimballer pendant 2 heures, le temps de terminer cette vidéo. Donc on va la niaquer, se faire plaisir. Donc fraisier remontant, donc qui dit arrosage, du coup basilic, j'ai mis une conduite aussi, et du coup ce poireau, j'ai mis deux lignes de goutteurs, et là il y a eu un certain nombre de tours d'eau. Donc comme pour les choux tout à l'heure, d'abord de l'eau des citernes, et peut-être, je ne suis pas sûr, non, peut-être, je crois que je vais dire une bêtise, non, il n'y a pas eu d'eau de ville, j'ai mis de l'eau de citerne, et puis après ça s'est démerdé tout seul. Réaction du basilic. Hein, le basilic est un méditerranéen, mais un méditerranéen qui aime bien un peu de ce qu'on appelle un sol frais. Quand on dit en fait en agronomie sol frais, ça veut dire sol relativement humide. Donc il a réagi comme un peu les laitues, une production de graines absolument hallucinante. Hein. Si je voulais vendre des graines de basilic, je serais l'homme le plus heureux du monde, il y en aurait des tonnes. Alors on va quand même, hein, puisque dans ces tiges-là, il suffit de cueillir un peu plus bas, il y a des tas de feuilles de basilic, et donc peut-être dès qu'on a un peu de temps, demain, après-demain, on va faire du pesto. Avec ça, il y a de quoi faire. Hein. Et avec le reste, on va pailler, hein, je vais ramasser quelques graines et le reste, paillage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc les fraises qui sont en train de produire, hein, donc belle production là aussi, après la canicule. Hein, pendant la canicule, avortement des fleurs, plus rien. Et puis donc avec de l'arrosage ici, là-bas ça n'a pas été arrosé. Donc l'arrosage ici a permis d'avoir une production, là on va dire depuis début août je pense, de façon continue. C'est pas une production, mais je vous l'ai dit, Anus horribilis, donc ne vous attendez pas à des seaux de fraises. On a quand même pu faire quelques confitures et on en mange régulièrement. Les poireaux dont je vous parlais, poireaux repiqués ici à partir de plants faits en terrine normalement, on va dire mars, avril, mai. Ils ont dû être plantés peut-être en avril, peut-être plutôt pardon, en mai, peut-être début juin. Et donc, je vous l'ai dit, alors ils se cachent, ils ont honte, hein, mais un certain nombre de ces poireaux sont donc montés en graines. Même chose, stress hydrique, bien que ce soit une bisannuelle et que normalement, suite à ces montées en graines, se font suite à un coup de froid, donc au fait de passer l'hiver dehors, là, un certain nombre de plants sont en train de fleurir, ce qui rend la tige fibreuse, hein, et font que ce poireau n'est plus consommable. Alors, chose intéressante, je l'ai montré pour le céleri, je l'ai ici pour les poireaux, je pourrais vous le montrer là-bas pour les scaroles. Au sein d'une variété stable, alors le céleri, très franchement, je ne sais plus quelle variété c'est, je pense que c'est le géant de Prague, qui n'est pas un hybride, hein, qui est une variété stable. Ce poireau, c'est du bleu de Solèze, garantie vieille variété. Bon, vieille variété, ça ne veut rien dire. On est vieux à partir de quand je suis vieux, moi? Oui, je suis vieux. Ces poireaux-là, cette variété est encore plus vieille que moi. Donc, vieille variété, stable surtout, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le mode de sélection qui a été utilisé n'est pas l'hybridation, mais est hybridation puis stabilisation par autofécondation pendant une dizaine d'années. On obtient une variété stable. Une variété a des caractéristiques, en quelque sorte, sa marque commerciale, ce pourquoi on la connaît, sa forme, sa résistance au froid, sa productivité, la couleur de son feuillage, etc. Donc il y a un cahier des charges qui est sélectionné. Je veux un poireau épais, je veux un poireau qui a des feuilles vert-bleu, je veux un poireau dont la base reste blanche, etc. Donc ces caractéristiques-là sont stables. N'importe lequel que vous prenez, vous retrouvez ces caractères par définition d'une variété stable.
Par contre, sur des caractères qui n'ont pas du tout été sélectionnés, qui n'ont pas du tout été observés, vous avez au sein de ces variétés stables une grande variabilité, par exemple, de la résistance à la sécheresse ou la résistance à la montaison en graines. Ça n'a pas été sélectionné. On a cultivé, on a créé cette variété dans des conditions, on va dire, optimales. On l'a chouchouté, on l'a fertilisé, on l'a arrosé, on a bien travaillé la terre, enfin, on a respecté la fiche technique idéale du poireau. Et on n'a pas du tout regardé est-ce qu'il monte en graines s'il fait sec ou s'il fait chaud, ou est-ce qu'il ne monte pas en graines. Et donc, par conséquent, on va avoir une variabilité. Ils ne sont pas tous égaux dans leur résistance à la sécheresse, résistance à la chaleur. Et par conséquent, si j'en parle maintenant, si je fais la bêtise d'utiliser celui-là pour récolter mes graines, je vais choisir un des, alors je ne sais pas combien il y en a une demi-douzaine là, un des 6 poireaux les plus sensibles au stress hydrique ou à la chaleur, je ne sais pas lequel des deux phénomènes est dominant, il y a encore un bourdon là, est dominant chez le poireau, mais en tout cas, j'ai plus de chances, en utilisant ces graines, d'avoir plus de poireaux qui monteront en graines s'il fait chaud, s'il fait sec. Et donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut repérer un de ceux qui reste bien calme, donc qui a bien passé le cap de cette canicule et de cette sécheresse, qui sera, lui, génétiquement, alors génétiquement, en fait, non, je vais dire une bêtise, j'allais dire il sera génétiquement plus résistant, non. Très exactement, il faut dire qu'il y a une probabilité qu'il soit génétiquement plus résistant à la montée en graines en conditions sèches ou en conditions de température élevée. C'est qu'une probabilité. Ça peut être le hasard. Ça peut être que quelque chose est passé par là. Lui, il avait une gouttelette d'eau parce qu'un jour, après avoir bu mon thé, je suis descendu au jardin et j'ai pissé là-bas. Donc ça n'a rien à voir avec sa résistance. Mais statistiquement quand même, si je prends les graines de ces poireaux qui ne sont pas montés en graines cette année, j'ai plus de chances qu'ils soient résistants à la montée en graines en situation de canicule ou en situation de sécheresse. Alors, autre zone ici, où, donc devant les cassissiers. Cassissiers, cette année, je ne l'ai pas filmé, je ne l'ai pas photographié, mais une amorce de production absolument phénoménale, et au moment de la canicule, on ne pouvait pas toucher une branche, les fruits tombaient par terre. Alors je pourrais vous le filmer d'ailleurs avec les pommiers qui sont devant la maison. Toutes les pommes sont en train de chuter, y compris sur une des variétés, la reine des rainettes, les feuilles qui sont en train de tomber. Ici, une rangée de pommes de terre, implantées là, mal couvertes avec du foin, donc j'en aurai un certain nombre qui seront vertes, d'autant plus que les oiseaux ont un peu gratté, m'en ont découvert. Sur toute cette rangée, quasiment pas de doryphore. Pourquoi? J'en sais rien. Sous foin, comme les autres. En bas, il y a une autre parcelle qui est un peu plus avancée que celle-là, quasiment pas de doryphore. Et en haut, j'ai eu 2 parcelles ravagées de doryphore, avec malgré tout une récolte étonnamment importante. Donc j'incrusterai les images que j'ai filmées à ce moment-là. Il y avait la famille qui était présente pour la récolte. On a fait ça un peu en mode rigolade. Et donc je pourrais vous montrer à quoi ressemblait cette récolte de pommes de terre ravagées par les doryphores. Ici, si je ne me trompe pas, des choux-fleurs qui sont absolument ridicules, hein, ils sont là depuis 3 mois, hein,
non arrosée. Là, la partie ici n'est pas arrosée. La partie qui est là a été arrosée parce que plus loin, il y a des fraisiers. Là, il y avait des carottes que j'ai espéré à un moment donné sauver. Et là, au milieu de cette adventice sympa qui est un oxalis, que j'utilise là et que je laisse volontiers se développer, j'arrache juste pour vous la montrer, qui est donc un couvre-sol qui m'intéresse beaucoup. Et donc vous pourrez voir que, alors ces choux qui n'ont rien donné ici, mais par contre ces betteraves qui ont très bien donné, poussent au plein milieu de cet oxalis. Je vais vous arracher une betterave parmi les premières ici, hein, donc couverte. Vous voyez, oxalis partout. Et voilà, voilà une betterave rouge. Mais là, donc, ligne de goutte à goutte, arrosage, parce que plus loin, donc, il y a un réseau qui alimente des fraisiers qui produisent très bien. Donc voilà, si vous aimez les betteraves rouges, passez la récolter. Je déteste le goût terreux des betteraves rouges. J'en cultive quand même parce que ma femme n'est pas folle, mais elle en mange. Non, je veux dire, elle n'est pas folle de betteraves rouges. Hein. Ne faites pas un extrait de cette vidéo en disant ma femme n'est pas folle. Ma femme ne raffole pas. Nom de Dieu, voilà ce que je voulais dire. La femme ne raffole pas de betteraves rouges. Et enfin, mais elle en mange quand même beaucoup plus que moi. Voilà, donc là, très très mitigé. Les carottes n'ont quasiment rien donné. On a eu un certain nombre de myrtilles. Donc c'est myrtillé, c'est bluet, hein, donc la fausse myrtille. On produit avant que la sécheresse ne leur soit fatale. Fraises, arrêt, et là ça repart donc depuis 15 jours, comme je vous l'ai dit, pour ceux d'en haut. Vous voyez là-bas aussi, donc toujours effet de la canicule. Au fond, je vais y aller, des carottes montées en graines en première année, alors qu'elles ne devraient pas. Elles ne montent normalement en graines que la deuxième année. Donc on est toujours dans la même problématique, stress, chaleur excessive. Voilà ce qui, donc il n'y a pas de grosse carotte, elle n'a pas produit, elle est tout de suite montée en graines pour sauver l'espèce. Allez, alors que le soleil va se coucher, résumons un peu ces différents aspects: canicule, sécheresse, arrosage, pas arrosage. Je ne reviens pas sur l'histoire de la virose, hein, qui est donc une contrariété sérieuse, mais plutôt sur cet aspect qui m'a interpellé ces 2 dernières années. Je disais ne pas confondre canicule, température excessive, particulièrement température nocturne qui ne se rafraîchissent plus assez et qui créent des problèmes sur un ensemble de mécanismes des légumes, de mécanismes du vivant. Ralentissement, difficulté, blocage des germinations quand les températures du sol sont trop élevées. Particulièrement donc tout un ensemble de salades, difficulté d'avoir des salades, des laitues, difficulté aussi que j'ai rencontrées sur les carottes. Voilà pour les principales que j'ai en tête. D'autres espèces, je n'ai pas du tout essayé de les semer durant cette canicule. Je n'ai pas essayé de semer de choux, de semer de betteraves rouges ou que sais-je. Premier point. Deuxième point, température excessive qui ont sur les organes reproducteurs des effets tout à fait comparables aux températures trop basses, donc aux gelées. Les organes s'abîment, la fécondation ne se fait pas ou se fait mal. Donc vous avez tantôt, par exemple, sur les tomates, peu ou pas de fruits, ou parfois aussi quelque chose, alors malheureusement les spécimens ont disparu, on les a mangés, des tomates qui sont mal formées, mal fermées,
avec un syndrome qui s'appelle le syndrome de la fermeture éclair. Donc en fait, l'ovaire, à partir d'une fleur qui a été abîmée, qui se ferme mal. Températures excessives qui peuvent aussi donc amener un certain nombre de plantes qui d'abord ferait un développement végétatif si ces températures n'étaient pas aussi abominables avant de fleurir. C'est le cas des laitues qui d'abord forment normalement une belle pomme et puis si on les laisse vont ensuite fleurir. Là, elles vont se précipiter à partir du moment où un certain nombre d'indicateurs leur disent « je vais mourir ». Ou alors carrément des légumes dont le cycle normal est bisannuel, c'est-à-dire que leur rythme normal c'est la première année, je fais de la photosynthèse, j'accumule, et plus j'accumule, plus l'année prochaine j'aurai des forces et de l'énergie pour faire beaucoup de graines et pour conquérir le monde entier, le végétal, voilà ce qu'il rêve, de balancer ses graines, des millions de graines partout. Alors donc il va accumuler et il attend la deuxième année. C'est le cas de beaucoup de plantes qui sont donc bisannuelles, carottes, poireaux, la plupart des aliacées, oignons et j'en oublie. Donc parmi céleri par exemple, parmi ces plantes, certaines vont déclencher dès la première année une floraison de peur de ne jamais voir la deuxième année. Le terme de peur, évidemment, est un vilain anthropomorphisme. La plante n'a pas peur, elle a juste des réactions comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la question de la température. Et alors, cette année, je vous le disais tout à l'heure, j'ai plus grand-chose dans la tête, alors j'ai pris un peu des notes. On a atteint des températures régulièrement, des épisodes qui sont relativement carabinés. Début juin, des températures dans l'après-midi, régulièrement, selon la station qui est juste là, donc à 2 mètres du sol, de 30 à 35 degrés. Puis on a eu un passage plus frais en juin, quand il y a eu des pluies, mi-juin, 19-20 juin, on était plutôt aux alentours de 30, et puis donc fin juin, entre le 25 et le 30, on a eu la canicule que tous ont eu en France, mais nous en Alsace un tout petit peu plus tard, parce que cet anticyclone a mis un peu de temps à se décaler sur l'est. Donc chez nous, c'était entre le 25 et le 30 juin, avec des températures météorologiques, donc à l'abri, enregistrées de plus de 37 degrés. 35-37 sur toute cette période-là. Ensuite, ça s'est un peu tassé, donc des températures, on va dire, normales, avant la deuxième petite canicule du 24 au 27 juillet, où de nouveau les températures de l'après-midi, fin d'après-midi, étaient au-delà de 35 degrés. Ensuite, 4, 5, 6 août, dans cette période-là, un petit pic, mais moins grave, avec température supérieure à 30. Vers le 10, 11, des températures supérieures à 32. Vers le 19, de nouveau plus de 32. Du 24 au 30 août, de nouveau des 33. Donc voilà. Et donc ça a créé donc, ces désordres physiologiques, mais ça a aussi eu une deuxième conséquence qu'on n'a pas du tout évoquée, qui est que ce qu'on appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire la quantité d'eau que le climat réclame au sol et aux plantes, c'est-à-dire on pourrait dire l'effet desséchant du climat, augmente évidemment avec la température. Plus un air est chaud, tout le monde a utilisé une fois dans sa vie au moins. J'espère que depuis vous l'avez foutu à la poubelle parce que vous n'allez quand même pas encourager EDF à construire des EPR à Flamanville en séchant vos cheveux alors qu'ils sèchent tout à fait naturellement. Mais bon, si vous le faites, ne vous sentez pas agressé. Juste, moi, je n'utilise plus de sèche-cheveux depuis très longtemps, mais je sais que ça existe. Et vous avez remarqué que cet air chaud qui souffle
J'utilise plus de sèche-cheveux, mais j'ai des beaux cheveux. Hein. Vous voyez que ça marche. Hein. Naturellement, je veux dire, sans sèche-cheveux. Et donc cet air chaud dessèche. Hein. C'est un phénomène utilisé dans tous les séchoirs où on souffle de l'air chaud. Donc, température extrême, vent, parce que je n'ai pas noté le relevé de l'anémomètre. Hein. L'anémomètre, c'est la petite roulette là qui mesure la vitesse du vent. C'est enregistré, mais on a eu plusieurs fois durant cet été des périodes de vent de nord-est extrêmement desséchants. Donc ces deux phénomènes ensemble créent en quelque sorte un effet asséchant, une demande absolument extrême sur les végétaux. Demandes qui peuvent se traduire dans certains cas, et on l'a été particulièrement frappé ici dans certaines forêts d'Alsace, la forêt de la Harde, qui est une région un peu sèche, caillouteuse, à côté de Mulhouse. Je crois qu'il y a un tiers des arbres qui sont en train de crever par un phénomène qui est extrêmement curieux, qui est une sorte d'embolie. Qu'est-ce qui se passe? En haut, vous avez des feuilles avec le vent et la chaleur. Le climat lui arrache de l'eau, donc ça aspire de l'eau. En bas, les racines essayent de pomper, essayent de pousser cette eau pour qu'elle monte là-haut au bout de l'arbre à 8-10 mètres de haut. Et à un moment donné, ces microtubes, donc ces petits filaments d'eau, se cassent. Et il y a des bulles d'air qui se mettent là-dedans. Et ça crée donc ce qu'on appelle une embolie. Et donc cet été, il était très courant dans nos forêts ici d'observer vers le haut, tout à coup, une branche entière qui avait jauni. Pour une raison X ou Y, les vaisseaux étaient un peu plus fins ou quelque chose, et à cet endroit-là, le fil s'est coupé et emboli et mort de cette branche. Mais ça a pu toucher des arbres entiers. Donc, durant cette période-là, la demande en eau est explosive, alors que s'il ne pleut pas, et ça a été le cas, il devient de plus en plus difficile pour les plantes de trouver de l'eau. Alors sur les pluviaux, là aussi j'ai mes fiches, je fais comme les bons journalistes. Hein, alors les journalistes ils font ça mieux parce qu'ils ont deux caméras et pendant que l'autre répond, ils lisent vite fait leurs fiches et vous ne le voyez pas. Mais bon, attends, je ne suis pas payé, hein, donc journaliste ça gagne un salaire sérieux. Donc je peux bien lire là devant vous mes fiches. Donc, au niveau de la pluviométrie de cette année enregistrée ici, hein, donc par la petite station, on a eu des pluies tout à fait sérieuses alors que le sol était plein d'eau, la réserve du sol était pleine. Le 10-11 juin, 23 mm, une toute petite pluie le 14 juin, 3 mm. 3 mm, ça mouille le feuillage, ça mouille la poussière ou ça mouille le haut du foin, ça ne voit pas le sol. 18 juin, 15 mm, là c'est une pluie qui de nouveau apporte quelque chose au sol. 20 juin, 4 mm, inutile, enfin je veux dire aucune utilité, mais des dégâts. Et c'est pour ça que je vous mentionne ces petites pluies. Une des particularités de cet été, ici chez moi, a été que on a eu énormément de petites pluies de 2-3 mm. Alors, une pluie de 2-3 mm quand il y a une sécheresse, c'est Annus horribilis. Pourquoi? Tout est chaud, vous mettez juste un peu d'eau qui mouille le feuillage, donc vous créez les conditions idéales pour déclencher un certain nombre de maladies dites cryptogamiques, c'est-à-dire liées à des champignons, oïdium, mildiou et peut-être quelques autres. Et donc, dans la deuxième partie, quand je parlerai des tomates, on retombera sur cette question, mais aussi sur les cucurbitacées, par exemple, voire quelques haricots qui ont des taches, la vigne qui est à côté de moi, là, etc. Donc, ces petites pluies-là sont particulièrement enquiquinantes. Donc, j'en étais au 20 juin, 4 mm. 23 juin, une pluie, on va dire, utile, mais pas excessive, 11 mm. 12 juillet, 2 mm. 15 juillet, 3 mm. 21 juillet, 3 mm, 27 juillet, 8 mm. Donc,
que des emmerdes. Que des emmerdes, ça n'a rien d'utile, tous ces millimètres-là. J'aurais pissé en l'air, ça aurait fait exactement la même chose, mais ça m'a foutu les maladies. J'ai oublié, j'ai perdu le mois d'août, le voilà. 8 août, 24 mm. Donc là, ça a été une des premières pluies utiles, efficaces, après les deux canicules. Bien vite oublié, parce qu'ensuite, août a de nouveau été chaud. 1 mm le 10 août, insignifiant. 12 mm le 6 août, négligeable. 4 mm le 18 août, négligeable. Et donc finalement, si je fais le bilan de l'année, il y a eu entre le 18 juin et le 28 août 66 mm, dont moins de 40 mm ont été des pluies utiles, comparé aux plus de 200 mm dont je vous ai parlé, 203 pour cette période en année moyenne statistique. Donc vous voyez que ici, la sécheresse a été sévère, et elle a été sévère avec des emmerdes. C'est quand même un comble, quoi. Quand vous avez la sécheresse, normalement, vous n'avez pas l'humidité, et quand vous avez l'humidité, vous n'avez pas la sécheresse. Et bien cette année, j'ai réussi la performance d'avoir les deux. Et donc, alors une chose a toujours des bons côtés. Un jour, dans un rapport de la République de Namibie officiel, j'ai écrit qu'il vaut mieux connaître des échecs en comprenant pourquoi que de connaître le succès sans savoir pourquoi. Et ça a été particulièrement vrai pour mon potager cette année. L'eau est le facteur essentiel de la production de biomasse par une plante. La vie est née dans l'eau. L'eau joue tout un ensemble de rôles dans un végétal. C'est la climatisation par l'évaporation sur les feuilles, c'est la circulation des éléments minéraux depuis le sol vers les feuilles pour faire la photosynthèse, c'est la circulation des produits finis de la feuille vers les organes de réserve, donc les graines, les rhizomes, etc. C'est un des ingrédients dont le vivant a besoin pour fabriquer les glucides, les sucres, le glucose. Je rappelle un point que beaucoup de jardiniers semblent oublier et qui est la base de mon livre, c'est que la biomasse, c'est essentiellement du dioxyde de carbone pris dans l'air et de l'eau pris dans le sol, et qui vient aussi de l'air, puisque ça vient par la pluie. Et donc, c'est ces deux matières qui font plus de 90% de la matière sèche d'une plante. Donc quand vous avez une plante, vous avez déjà 90% d'eau, vous l'enlevez et il vous reste la matière sèche. Et dans cette matière sèche, il faut savoir que encore à peu près 90% provient uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc c'est un des matériaux, c'est un des carburants, on peut dire. Enfin, carburant, c'est plutôt l'énergie, donc c'est plutôt le soleil, mais c'est un des matériaux, une des briques avec lesquelles la photosynthèse fabrique les glucides. Et donc ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Nous pouvons avoir, et je dois me corriger par rapport à une vidéo naïve que j'ai faite en 2017, on peut limiter les pertes d'eau inutiles par le système qui est le potager. Donc en couvrant le sol, bien évidemment, je ralentis ou je réduis presque à néant les pertes d'eau par la surface du sol qui n'est pas couverte par des végétaux, mais je ne peux en rien freiner le flux d'eau qui va traverser la plante parce que la plante en a besoin. Et je vais aller plus loin. Il ne sert à rien de se creuser la tête sur des techniques qui économisent l'eau. Comprenez bien que si vous économisez d'eau à une plante qui est soumise à la canicule, ben vous imaginez que vous êtes au marathon de Paris, là, je ne sais plus quand il est, mois de juillet, on va dire qu'il est mois de juillet, je ne sais pas quand c'est. Les coureurs arrivent assoiffés à votre stand
Et vous leur dites, ah, mais j'ai un système génial qui économise l'eau. J'ai là un goutte à goutte, tic, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte, ou j'ai une bandelette humide que vous pouvez vous appliquer sur les lèvres. Mais le coureur de marathon, il va vous rigoler au nez. Donc il ne faut pas penser économiser de l'eau utile aux plantes, il faut penser économiser les gaspillages d'eau par divers artifices tels que la culture en sol nu, parce qu'à ce moment-là, effectivement, le sol évapore de l'eau. Donc, mon système limite des pertes d'eau inutiles, mais ne peut en rien créer de l'eau lorsque la réserve en eau de mon sol est vide et qu'il ne pleut pas. Là, il n'y a qu'une solution, c'est d'apporter de l'eau avec des méthodes efficaces. Le goutte à goutte en est une, il y en a d'autres. Apporter des grandes quantités d'eau pour que la plante ne soit pas en souffrance. Donc, ce coureur de marathon, s'il a besoin de boire 2 bouteilles d'eau de 1,5 litre, vous lui donnez 2 bouteilles d'eau. Et votre plante de tomate qui est en train de faire un marathon contre le climat et de souffrir, eh ben, ne mettez pas un verre d'eau, puis c'est dans un violon. Si vous partez du principe que ce pied de tomate explore à travers ses racines, on va dire 1 mètre cube de terre, si sa réserve est totalement à sec, et si vous voulez lui ramener l'eau à un niveau où elle est très facilement absorbable par ses racines, donc ce qu'on appelle la teneur en eau à la capacité au champ, la capacité de rétention du sol, il faudrait apporter une centaine de litres. Alors pas tous les jours, hein. Vous refaites le plein du jerrycan, qui est cette boule de terre que ce pied de tomate explore. Vous faites le plein de ce jerrycan et puis ensuite vous laissez la surface se dessécher et vous oubliez ce pied de tomate peut-être 5, peut-être 8 jours et puis vous remettez une dose. Bon, le soleil m'a définitivement lâché, signe du ciel que je dois me taire. Donc voilà, l'année de ce point de vue-là donc, a été extrêmement riche en réflexion sur comment s'adapter à ce changement climatique dont je rappelle qu'il n'est pas que réchauffement climatique. Les mêmes mécanismes, donc ces anticyclones qui, dans l'hémisphère nord, tournent dans le sens des aiguilles du montre et qui vont se planter là quelque part sur la Suisse, l'Italie ou la Grèce, qui tournent et qui nous ramènent tout droit à l'ère du Sahara en Alsace avec beaucoup plus de force que cela n'était le cas dans le temps. Et bien, ce même anticyclone, à d'autres moments, peut juste s'être égaré de 1000 km un peu plus à l'ouest. Il tourne toujours dans le sens des aiguilles du montre et comme la Terre s'est globalement un peu réchauffée, comme dans votre marmite d'eau que vous faites bouillir, ça bout plus. Et ben, c'est de l'air froid qui vient directement du pôle Nord, en direct via les pays scandinaves, la Russie et en France. Le fameux Moscou-Paris des météorologues, qui en l'occurrence serait un Moscou-Strasbourg. Donc il va falloir s'habituer sans trop savoir où on va. J'essaye des choses sans savoir s'il neige début novembre, ce qui n'est pas du tout impossible. Hein. Le réchauffement climatique ne veut pas dire qu'il n'y a plus des grands froids. Ils ont connu ça aux États-Unis l'an dernier, ce qui avait permis à Trump de claironner sur ses fameux tweets que le réchauffement climatique était un truc d'écolo, vu que toute une partie de l'Amérique du Nord était bloquée par des neiges, je ne sais plus quand c'était, au mois de mai, relativement tard. Voilà, donc il va falloir réfléchir à la fois à comment stocker plus d'eau, et je vais augmenter la capacité de mes cuves tout en sachant que ce sera toujours ridicule
par rapport à mon potager. Et donc, je vais aussi réfléchir à comment concentrer un certain nombre de parties, on va dire, anti-canicule, donc des surfaces plus petites que je pourrais maintenir avec mes réserves augmentées, et une partie que j'exploiterai plutôt en système décalé, avec donc les légumes résistants en tout cas ce qu'on appelle les gelées blanches, hein, donc des gelées pas trop sévères, mais relativement précoces à l'automne, précoces ici chez moi. Réfléchir aussi à comment donc gratter un tout petit peu par rapport au printemps. On pense toujours serre, P17, voile de forçage, etc. Donc aussi un tout petit peu penser à l'automne, comment gratter 15 jours avec ces mêmes outils. Donc plein de choses à réfléchir sur la façon de gérer les réserves en eau du sol. Donc ça, c'est déjà, je pense, on peut difficilement faire mieux. Couverture du sol, rôle des mycorhizes dans le sol par non-utilisation des fongicides et donc pas de sulfate de cuivre. Donc tout ce que j'avais évoqué dans une vidéo de 2017 n'est pas obsolète, simplement ce n'est pas suffisant. Les canicules de 2018 et celles de 2019, canicules, sécheresse, température excessive, m'ont montré que ce mécanisme-là pouvait ne pas suffire. C'est-à-dire que tout en économisant les pertes d'eau, à un moment donné, il n'y a plus d'eau dans mon sol et mes plantes s'arrêtent de pousser. Si je ne suis pas capable à ce moment-là d'apporter de l'eau dans le sol, eh ben c'est fichu. Dernier point peut-être, hein, c'est que nous sommes extrêmement peu égaux face à ces phénomènes-là. Je n'ai pas regardé la dernière carte, le ministre de l'Agriculture édite des cartes sur la pluviométrie en France et les écarts par rapport à la moyenne. Pendant que certains sont à moins 60%, c'est à peu près mon cas, par rapport à la moyenne, et ben vous trouverez des régions françaises où les gens ont plus 30%. Hein, elles sont en bleu de plus en plus sombre. Regardez ces cartes du ministère de l'Agriculture. Donc ça veut dire que quelque part en France, quelqu'un peut vous faire une vidéo dans laquelle il dit « Ouais, j'ai mis tel truc, j'ai mis ce pot de fleurs à l'envers sur mon petit truc, ça m'a économisé l'eau, ça marche génial. » Ouais, le Tartuffe, il est dans une zone où il a plus 30% par rapport à la moyenne et il ne le dit pas. Alors évidemment, il y a cette année de canicule en France, là à l'heure où je vous parle, des zones qui sont au-delà, qui ont été régulièrement au-delà de leur moyenne habituelle. Et donc nous sommes extrêmement dans des situations extrêmement inégales de ce point de vue-là, et ça aussi il va falloir s'y habituer. Pour vous qui regardez les vidéos, soyez extrêmement attentifs aux mecs qui claironnent des recettes toutes faites sans vous indiquer dans quelles conditions, sans vous indiquer la pluviométrie, sans prendre leur papier et dire voilà ce qui est tombé chez moi. J'aurais très bien pu faire un focus là sur ces haricots qui sont magnifiques, que j'ai arrosés, et dire le potager du paresseux est magnifique. Non, cette année, Anus horribilis, j'ai des maladies, j'ai du mildiou, j'ai les viroses, j'ai des légumes qui n'ont pas bougé d'1 millimètre, malgré le fait que j'ai du foin. Donc, ne soyez pas trop naïfs, hein, pas trop naïfs. Un phénomène que je n'ai pas ici, mais si je cultivais en bas le long du ruisseau qui passe là-bas, les gens qui sont à 2 mètres d'un ruisseau, si vous forez, vous avez de l'eau à 2-3 mètres. Hein. Vous avez forcément des alluvions, souvent des sables, et tant que le ruisseau ne s'est pas asséché, à 2-3 mètres dans votre jardin, plus bas, vous tombez sur de l'eau. Et là, évidemment, vos tomates sont magnifiques.
canicule, sécheresse, elles ont le soleil. Alors la canicule va peut-être les griller un tout petit peu, vous avez des brûlures sur les tomates, mais dès que c'est reparti, vous avez des tomates mères, ils ne vont toujours pas arroser. Bien sûr, l'eau vient par en dessous, par capillarité, les champignons vont le chercher. Moi, ici, en haut de ce versant, mes tomates, elles peuvent faire 100 mètres, leurs racines, avant de tomber sur de l'eau, peut-être 70 mètres, je ne sais pas à quelle profondeur est la nappe d'eau ici, elle est en tout cas très bas. Il n'y a pas de source là, il y en a une tout en bas, mais il n'y en a pas ici à proximité, nulle part un endroit où de l'eau ne suinte. Et donc par conséquent, je sais que les nappes d'eau sont basses et donc par conséquent, je sais que ces pieds de tomates n'ont aucune chance de rencontrer des couches de terre humides. Donc soyez juste un tout petit peu attentifs et ne vous laissez pas embarquer trop rapidement dans des solutions miraculeuses. Et là, les cloches sonnent, il est définitivement trop tard et j'ai été définitivement trop bavard. Il y a déjà des moucherons qui viennent, la lune est là. Didier, tais-toi, tu es vraiment un incorrigible bavard. Bon, heureusement que vous êtes sympa et que la plupart des gens, j'ai bien chaque fois un commentaire, mais tais-toi donc. Mais il y en a 90 qui me disent c'était intéressant, donc j'espère que ce sera encore le cas de cette vidéo. Et je continuerai, hein, parce que j'ai pas fini. Donc, ciao et à bientôt.